Bien, messieurs, dames, bonjour, merci pour votre invitation. Euh, et mes amitiés aux organisateurs, à tous les bénévoles qui permettent l'organisation de ce week-end, ainsi bien sûr qu'à mon camarade, que je ne nommerai pas pour qu'il n'ait pas d'ennui éventuel par la suite. Alors, je vais tout de suite partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation. Le sujet, c'est donc la construction politico-médiatique du tabou des effets indésirables des vaccins anti-Covid. Vous retrouverez, je vais ici résumer un article que j'ai publié l'été dernier, donc c'est très récent, 2025. Vous voyez à l'écran la référence. Vous pouvez tout simplement consulter mon petit site internet, laurent-wikili.org, et vous retrouverez le lien pour télécharger gratuitement l'ensemble du papier. Il s'agit donc d'un tabou, hein, donc je vous rappelle quand même d'où vient ce terme, qui est à la fois un terme qu'on utilise dans les sciences sociales, en ethnologie, pour désigner les interdits à caractère religieux. Le mot même tabou, d'ailleurs, vient d'un vocable polynésien hein, qui signifie ceci, sacré, interdit. Et par extension, hein, ça se dit de quelque chose qu'il n'est pas permis de toucher, d'aborder, de parler, etc., sans provoquer des réactions fortes, émotionnelles ou autres. Donc on va décliner ce thème. Alors, partons du tout début. Hein, tout commence bien sûr avec une intention politique. On verra pourquoi tout à l'heure. Il y a une histoire à cela, une histoire des obligations vaccinales en France. Tout commence par une intention politique qui est bien sûr d'inciter, d'encourager, en déniant par avance les problèmes. Citons le ministre de la Santé de l'époque, Olivier Véran, le 7 janvier 2021, je cite, le vaccin est sûr, on reviendra sur le singulier, hein, le vaccin qui participe bien sûr de la mythologie et de l'idéologie pro-vaccinale. Le vaccin est sûr, les effets indésirables graves sont extrêmement rares, de l'ordre d'environ un patient pour 100 000 vaccinés. Ce sont des événements de nature essentiellement allergique qui interviennent chez les personnes par ailleurs très allergiques, au point qu'elles elles ne peuvent pas sortir de chez elles sans un kit d'adrénaline. Alors le premier souci, il arrive tout de suite ici, et le premier mensonge qu'on va voir en fait énorme. À cette date, janvier 2021, début des campagnes vaccinales, de quoi dispose-t-on? D'extrêmement peu de choses, en réalité, seulement de la partie de l'essai clinique de Pfizer, pour parler de ce vaccin-là, elle a été publiée le 10 décembre 2021, donc vous le voyez, seulement une quinzaine de jours auparavant. Et quand on lit cet essai clinique, on va voir que malheureusement les médecins de plateau télé, manifestement ne lisent pas et ne connaissent pas la littérature scientifique. Mais quand on lit cet essai clinique, tout en sachant que les industriels passent leur temps à essayer de minimiser autant possible la survenance d'effets indésirables dans les essais, en excluant les personnes âgées, en excluant ici les personnes déjà infectées par le SARS-CoV-2, etc. Donc rien qu'en lisant l'essai clinique et en sachant qu'on est en train de sous-évaluer la réalité, on peut déjà constater que le groupe vacciné, qui est comparé à un groupe placebo, connaît de nombreux effets indésirables locaux, surtout pour les jeunes, et systémiques, surtout après la deuxième dose, et dans des proportions qui sont clairement plus importantes, beaucoup plus importantes que dans le groupe placebo. Dans le corps de l'article, il est d'ailleurs écrit en toutes lettres, je cite, la fréquence de tout événement systémique sévère après la première dose était de 0,9%, et que des événements systémiques sévères ont été rapportés au total chez près de 2% des sujets vaccinés après l'une ou l'autre dose. Autrement dit, on peut déjà dire ici que M. Véran, et c'est son premier énorme mensonge politique, tout est basé de toute façon sur des mensonges et des dissimulations, malheureusement. Le premier mensonge consiste tout simplement à faire passer la fréquence des événements indésirables graves de 2%, ce qui est la réalité, à 1 pour 100 000. C'est-à-dire que le mensonge de M. Véran a consisté à diviser la réalité connue à l'époque par un facteur 2000. Rien que cela. Alors, on va tout de suite voir entrer en œuvre, après ces mensonges politiques, entrer en œuvre les experts médicaux qui vont venir tenter de justifier ce mensonge en prétendant évidemment à tout moment parler au nom de la science. Donc seulement 9 jours après cette première conférence de presse, le Conseil scientifique Covid-19, hein, cet aéropage ad hoc constitué par copinage, est présidé par Jean-François Delfrécy, qui est professeur de médecine à l'Université Paris-Saclay, qui a une longue carrière politico-administrative hein, dans les institutions de management et de pilotement de la recherche sanitaire en France. Il a dirigé l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales.
Il a été responsable de l'Institut des maladies infectieuses à l'INSERM. Il préside par ailleurs le Comité consultatif national d'éthique et il a déjà conseillé le politique à plusieurs reprises, notamment à l'époque de l'épidémie d'Ebola. Et en récompense de ses bons et loyaux services au gouvernement, il sera fait commandeur de la Légion d'honneur en 2021. Eh bien, le 12 janvier, le Conseil scientifique rend un avis important dans lequel il est écrit que, je cite, l'enjeu majeur des semaines à venir est de vacciner le maximum de personnes à risque pour réduire la survenue des formes graves et sauver des vies, bien sûr, en particulier chez les personnes déjà très touchées par les 2 premières vagues. Il y a déjà plusieurs contradictions, on y reviendra. Et vous voyez que dans cet avis, quand on le lit en entier, au-delà de l'extrait que je vous ai donné, dans l'intégralité, l'expression effet indésirable n'existe pas. Elle est tout simplement absente, comme si la chose n'existait pas. Parlons maintenant du deuxième grand expert. Je ne parlerai pas des petits qu'on a vus en permanence, M. Marty, Mme Lacombe, tout ça. Parlons du deuxième grand expert, supposé être tellement fort, tellement les plus grands scientifiques, etc., supposé, je dis bien, expert du gouvernement, dénommé rapidement Monsieur Vaccin par les médias. Il s'agit d'Alain Fischer, qui est donc un spécialiste des vaccins pédiatriques et des nouvelles thérapies géniques, et qui est lui aussi qui est bardé de reconnaissance institutionnelle, hein, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, de très nombreux prix, etc. C'est aussi un administrateur de la recherche, hein, en lien avec les gouvernements et en lien avec un certain nombre de fondations qui subventionnent la recherche. Et en fait, il a lui aussi, comme M. Delfrécy, une deuxième carrière politico-administrative, hein, en réalité, qui a débuté à la fin des années 90, lorsqu'il est devenu conseiller pour la recherche médicale dans les cabinets politiques des ministres Allègre et Schwarzenberg. En 2011, il avait intégré l'équipe de campagne présidentielle de Martine Aubry, toujours pour conseiller sur la santé, bien sûr. En 2016, il avait été nommé par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, à la tête d'un comité chargé de, je cite, répondre à la défiance croissante d'une partie de la population vis-à-vis de la vaccination, dans le but d'imposer, vous le savez, une nouvelle série de vaccinations obligatoires aux enfants, aux nourrissons. Et c'est à la suite de son rapport que le gouvernement a donc rendu obligatoire les 8 nouveaux vaccins en 2017. Et nous allons voir, malheureusement, que M. Fischer n'a cessé de désinformer sur les effets secondaires des vaccins. Alors, reprenons l'histoire dans sa réalité pour voir comment elle a été petit à petit manipulée, comment cette question a été rendue invisible, a été construite en tabou. Dans la réalité, hein, le réel frappe à la porte, ce que je vais mettre ici, dès le 15 janvier 2021, nous avons une première alerte qui est publiée dans le British Medical Journal, qui nous rapporte qu'en Norvège, où environ 20 000 personnes ont déjà été vaccinées avec le vaccin de Pfizer, eh bien, des médecins s'interrogent sur la survenue de 23 cas suspects de décès rapides juste après la vaccination chez des personnes âgées et déjà malades. Et ces médecins se demandent notamment si les effets indésirables fréquents de ces vaccins, fièvre, nausées, diarrhée, etc., n'avaient pas en quelque sorte précipité vers la mort des personnes déjà fragiles. C'est publié dès le 15 janvier 2021 dans une revue de sciences biomédicales de premier plan. La veille, le 14 janvier, en Allemagne, où environ 800 000 personnes avaient déjà reçu une première injection, la presse fait état d'une enquête menée par l'Institut Paul Ehrlich sur 51 effets indésirables graves, dont 10 cas de mort survenus très rapidement après la vaccination. En France, l'alerte sortira dans la presse quelques jours plus tard, hein, et au 19 janvier, on recensait déjà 5 morts déclarées dans les centres de pharmacovigilance en lien présumé avec le vaccin de Pfizer, à nouveau à chaque fois sur des personnes âgées de plus de 75 ans et qui présentaient des comorbidités. Ça, c'est pour le Pfizer. Donc, dès mi-janvier, les signaux, les clignotants sont parfaitement allumés et fortement allumés. Parlons maintenant de l'AstraZeneca, qui arrive en France pour être distribué le 2 février 2021. Une semaine plus tard, 9 jours après, le 11 février, on apprend dans la presse locale, systématiquement, il s'agit de la presse locale, lorsqu'il y a au début quelques événements. La presse nationale, elle, a fait blackout depuis le début. Donc ici, par exemple, le Télégramme, puisqu'on va parler de la région de Brest, eh bien, de Brest, pardon. Le Télégramme nous apprend qu'après seulement une semaine de vaccination, dans les hôpitaux bretons de Brest, de Quimper et de Morlaix, 20 à 25% des personnels médicaux, donc vaccinés, eh bien, se sont mis en arrêt de travail, à tel point que la direction de l'hôpital de Morlaix a décidé de suspendre cette campagne de vaccination sur ces personnels. Donc vous avez, je répète, un deuxième clignotant qui vient de s'allumer. Il s'agit des 2 populations qui ont été les cibles du début de la campagne vaccinale, les personnes âgées
et les personnels soignants. Et nous avons, dans les deux cas, d'énormes clignotants rouges qui sont allumés dès le milieu du mois de janvier ou février pour AstraZeneca, c'est-à-dire en fait dès les 15 jours qui suivent le début des campagnes de vaccination. Troisième exemple, le 24 février, une antenne locale de la radio France Bleu relaye des réticences de médecins généralistes à injecter l'AstraZeneca à leurs patients. En effet, ils ont pour cela des arguments très simples et très clairs qu'ils expriment donc publiquement dans cette radio. Ils s'interrogent sur l'arrivée des nouveaux variants anglais et sud-africains à l'époque, différents de la souche initiale avec laquelle ont été fabriqués les vaccins, et donc ils se demandent quel intérêt, puisque le virus a déjà muté. Et deuxièmement, ils s'interrogent aussi sur la durée de l'approvisionnement pour les vaccins ARN messagers, puisqu'il doit y avoir des doses de rappel. Et enfin, ils se demandent s'il est correct, comme le commence déjà à le suggérer le gouvernement, de mélanger plusieurs vaccins différents pour faire la deuxième ou la troisième dose, alors même qu'il s'agit de technologies différentes. Les médecins ne font que ça. Les quelques généralistes qui s'expriment le 24 février 2021 sur France Bleu, ils posent des questions qui sont des questions de bon sens médical et scientifique. Ils vont alors s'attirer les foudres de Monsieur Vaccin, Monsieur Fischer, qui s'empresse de leur répondre. Le lendemain de la diffusion du reportage de France Bleu, le 25 février 2021, Monsieur Fischer fait donc la leçon aux généralistes dans une vidéo qui est diffusée sur Twitter. Il explique, je cite, d'abord qu'un tout récent article prouverait que le vaccin d'AstraZeneca a, je cite, montré un degré d'efficacité équivalent à celui des vaccins ARN messagers. Deuxièmement, il rapporte que des données écossaises qui, je cite, viennent d'être publiées concerneraient l'ensemble des sujets vaccinés en Écosse, soit plus de 400 000 personnes, montreraient une protection contre les formes graves et l'hospitalisation de l'ordre de 90%. Il en conclut, je cite, que ce vaccin est de bonne qualité, doit être utilisé, en particulier pour les professionnels de santé et les personnes âgées qui ont, je cite, absolument besoin de ces vaccins. Absolument, dit-il. Voilà. Et il rajoute à nouveau que ce vaccin est parfaitement bien toléré. Je répète, parfaitement bien toléré. Alors, cette vidéo de M. Fischer s'apparente, je le dis très clairement, à de la propagande et rien d'autre. Il est en effet relativement facile, lorsqu'on travaille, lorsqu'on connaît la bibliographie scientifique, de tout de suite montrer les choses suivantes. Premièrement, dans ses premiers avis de décembre 2020 et janvier 2021, juste un mois avant que M. Fischer ne s'exprime, la Haute Autorité de Santé indiquait déjà, à propos des vaccins ARN messagers de Pfizer et Moderna, que, je cite, « En l'absence de données disponibles à ce jour, la co-administration avec d'autres vaccins n'est pas recommandée. On ne peut pas faire une première dose d'un Pfizer avec une deuxième d'AstraZeneca, une troisième de Janssen, et que sais-je. Ceci n'est pas sérieux. » Un article dès le 7 janvier 2021, un article publié dans le Lancet, avait comparé déjà les résultats des études randomisées menées en Angleterre, en Afrique du Sud et au Brésil, et indiquait une efficacité de protection, on verra contre quoi, qui varie entre 60 et 70%, et non pas 90%, comme disait M. Fischer, qui se limite en réalité à ce qui est testé dans les essais, à savoir le fait que les personnes font par la suite ou pas un Covid symptomatique sur la base d'un test positif. En aucun cas, ces études nous renseignent sur les formes graves et sur le critère d'hospitalisation. Troisièmement, les études disponibles à ce moment-là ne disent rien non plus sur l'efficacité des personnes âgées, puisque précisément, elles sont systématiquement et volontairement sous-présentes, peu présentes dans les essais cliniques pour limiter au plus possible les effets indésirables. Voilà. Je continue. Pardon, le temps de faire glisser la diapo suivante. Le 16 mars, d'ailleurs, 3 semaines après l'intervention, un autre article du New England Journal of Medicine confirmera que le produit AstraZeneca n'est pas efficace sur le variant sud-africain. Mais je reviens à ma chronologie avant que M. Fischer parle, et donc ce qu'il aurait dû savoir. Rappelons ici un autre avis de la Haute Autorité de Santé du 2 février, donc 3 semaines avant que M. Fischer prenne la parole sur ce sujet. La Haute Autorité de Santé, dans cet avis, synthétise les données disponibles. Elle constate une efficacité là aussi très relative, située entre 37 et 74% selon les essais, toujours sur le seul critère de faire un Covid symptomatique après un test positif et pas une forme grave. La Haute Autorité de Santé rappelle à cette occasion que
ces produits n'ont pas été étudiés chez l'enfant, ni chez la femme enceinte, ni chez les personnes immunodéprimées. Et l'avis de l'autorité conclut que l'efficacité ne peut pas être établie pour les personnes âgées, de plus de 65 ans, pour les formes asymptomatiques, pour la transmission du virus et pour les formes sévères de Covid. Enfin, il rappelle que la durée de protection à terme après une ou deux doses est largement inconnue, de même qu'est inconnue la compatibilité entre les produits ARN messagers et les produits à adénovirus. Jusqu'à ce moment-là, on verra que ça va changer par la suite. La Haute Autorité de Santé est fidèle à la littérature scientifique et rapporte honnêtement l'état des connaissances. Enfin, M. Fischer méconnaît également un autre article paru presque un mois avant qu'il prenne la parole dans la revue Prescrire, le 29 janvier, qui est une analyse de l'essai clinique d'AstraZeneca et qui estime, je cite, les données sont fragiles et incomplètes, les règles de la randomisation en double aveugle n'ont pas été respectées, puisque le produit n'est pas testé contre un placebo, mais contre un autre vaccin. L'industriel a changé le protocole en cours d'essai lorsqu'il s'est aperçu qu'avec une dose, il ne pouvait prouver aucune efficacité, qu'il en fallait au moins une deuxième. Du coup, la deuxième partie de l'essai a été réalisée non pas en double aveugle, mais en simple aveugle, sauf les patients ne savaient pas ce qu'ils recevaient, mais les organisateurs de l'essai savaient, eux, ce qu'ils distribuaient et à qui. Enfin, bizarrement, ont disparu au cours de l'essai la moitié des 21 000 participants initiaux. Tiens, très étrange, peut-être qu'ils manifestaient un petit peu trop d'effets secondaires. Et enfin, on ne peut rien dire sur la base de ce travail chez l'efficacité chez les plus de 65 ans, encore une fois, la cible prioritaire de ces campagnes de vaccination. Prescrire note enfin, et a raison, que les effets indésirables locaux comme systémiques sont plus nombreux dans les groupes vaccinés que dans les groupes de contrôle. Et il conclut que, je cite, le niveau de preuve des données est globalement faible, les incertitudes sont plus grandes qu'autour des deux vaccins ARN déjà disponibles dans l'Union européenne. On peut dire que tous ces éléments que je viens de citer enterrent le vaccin, auraient dû enterrer le vaccin d'AstraZeneca tout de suite. Alors, on va voir comment, bien sûr, on a attendu. Ça s'est déroulé comme un véritable feuilleton. Hein. D'abord, en mars 2020, la plupart des pays ont annoncé la suspension ou le retrait d'AstraZeneca devant la fréquence des effets indésirables graves, notamment des cas de thrombose parfois mortels. Et pourtant, à cette époque-là, le président de la République, M. Macron, dit, je cite, espérer que la campagne d'injection à l'AstraZeneca reprenne bientôt. Il dit à ce moment-là que nous attendons un avis de l'Agence européenne du médicament. Et cette agence européenne est bien embêtée. Elle manque d'indépendance encore plus que la Haute Autorité de Santé en France. Et elle est bien embêtée parce que la Commission européenne, conduite par Mme von der Leyen, s'était précipitée pour conclure des contrats d'achat anticipé de vaccins avec tous les industriels occidentaux, dont AstraZeneca. Et dès le mois d'août 2020, elle avait donc signé avec AstraZeneca avant qu'on connaisse les premiers résultats des essais cliniques de phase 3. C'est toujours pareil, on le sait par avance, et donc par la suite, on confirmera par avance ce qu'on a en fait jamais voulu voir. C'est un véritable cercle vicieux. Mais les éléments factuels qui s'accumulent, les remontées de pharmacovigilance qui s'accumulent partout, les avis de médecins qui s'accumulent partout, font que l'Agence européenne du médicament finira par suspendre, puis réautoriser, puis allonger la liste des effets indésirables graves potentiels, en rajoutant par exemple le syndrome de Guillain-Barré. Bref, c'est tout un feuilleton qui a duré comme ça jusqu'au milieu de l'année 2024 et jusqu'au moment où AstraZeneca, après avoir tenté de se relancer en changeant le nom de son produit, c'est comme Monsanto, Bayer, etc., finalement retirera son produit de la vente. Et entre-temps, le produit étant été déconsidéré et souvent suspendu, entre-temps, la plupart des pays occidentaux qui abondaient au dispositif COVAX, dit de solidarité internationale, eh bien, se sont empressés de refourguer leurs doses d'AstraZeneca aux pays pauvres. À la fin de l'été 2021, le produit avait donc disparu de la stratégie vaccinale, mais regardez, c'est quand même fascinant et à observer et confondant. Comment M. Fischer, s'étant alors empressé de retourner sa veste, le voici qui déclare donc à la fin de l'été 2021 « Je garde la porte entr'ouverte pour Janssen, mais pas pour AstraZeneca, s'agissant des deux produits à adénovirus. » Hélas pour nous tous, le Janssen n'était pas davantage recommandable. Le risque de faire un Covid grave
après la vaccination au Janssen est 5 fois plus élevé qu'avec le Pfizer. C'est publié dans la littérature. Comme l'AstraZeneca, le Janssen provoque une augmentation des Guillain-Barré dès la première dose. C'est publié dans la littérature. Il provoque 164 fois plus souvent un malaise vagal que les vaccins contre la grippe. C'est publié dans la littérature. Il est beaucoup plus impliqué que les autres dans la survenue de thrombopénie, de thromboembélie et de paralysie de Bell. En fin de compte, il apparaît que le vaccin Janssen est celui qui provoque le plus d'effets indésirables graves dans les 4 qui ont intégré la stratégie vaccinale en France. Merci, Monsieur Fischer, de vos conseils, tellement avisés. À cela s'ajoute, on a vu pour la caution des pseudo-experts médicaux, s'ajoute bien sûr le rôle des médias qui fonctionnent comme des entrepreneurs de morale. Hein, c'est une vieille expression d'un sociologue de la deuxième école de Chicago qui s'appelait Howard Becker. Ainsi, au début de l'année 2021 et jusqu'à l'été, face à ces alertes qui n'ont jamais cessé de surgir, les médias ont fortement contribué à leur invisibilisation progressive. Je cite ici une recherche récente d'Adrien Staigi qui a été publiée donc en 2025, qui a étudié par exemple un corpus de plus de 800 articles publiés dans les 4 principaux médias, journaux français, Le Figaro, France Info, Ouest France, Le Monde, médias en ligne, qui portent sur cette période, et qui s'est interrogé sur les sources de ces articles et leur contenu au global, l'image globale qu'ils en donnaient. Et voilà, un article qui montre très clairement que les médias se fondent fondamentalement dans leurs propos sur la littérature produite par le gouvernement ou par les agences gouvernementales de santé et qui sont relayées par les agences de presse, à commencer par l'AFP, mais ils ne s'intéressent quasiment jamais, sauf exception, moins de 5% des sources des articles, aux réalités de terrain, aux remontées de terrain, au vécu des citoyens. Par ailleurs, il montre que dans l'opinion qui est répandue et la façon de présenter les choses, il montre que dans plus de 96% de ce corpus de 816 articles dans les 4 principaux médias en ligne, plus de 96% de ces articles contiennent systématiquement des opinions favorables à la vaccination. Il s'agit donc très clairement d'un discours partisan depuis le début et un discours par ailleurs unique. Vous retrouverez bien sûr, hein, tout ceci est archivé sur un certain nombre de sites internet ou dont le petit site Ni oubli ni pardon par exemple, où on retrouve cela assorti d'illustrations, d'enregistrements, de vidéos, etc., montrant tel ou tel journaliste d'opinion tenant en plus ses propos pleins d'émotion et d'agressivité. Vous trouverez également un autre exemple, c'est une deuxième recherche qui était parue ULD 2023, une recherche italienne, qui est pareil, qui analyse la presse, le contenu de la presse, hein, grand classique pour nous, hein, chercheurs en sciences sociales, je suis sociologue, grand classique que d'étudier, notamment de faire la sociologie des médias. Et donc, dans un article italien qui s'est interrogé aussi de Caroselli et Sciano, qui sont intéressés à la construction de l'épouvantail anti-vax, la construction de la figure affreuse de l'anti-vax, comme la diabolisation de cette figure, la présentation comme un ennemi de la société, hein, et comme quelqu'un qui est fondamentalement un demeuré ou un illuminé, c'est de ça dont il s'agit. Il montre aussi la construction de cette image dans la presse italienne, et c'est tout à fait ils objectivent ce fonctionnement de manière très claire. Troisième acteur évidemment central, on retrouve le premier ici, on a vu l'acteur pseudo-expert, on a vu l'acteur médiatique, on revient maintenant à l'acteur politique. Tout cela part donc d'une intention politique et il faut rappeler que ce n'est pas nouveau du tout. Hein. L'idéologie vaccinale en France peut être qualifiée de sorte de religion d'État, en fait, et ce depuis la Troisième République. Alors, je rappelle ici que les historiens de la médecine, hein, les véritables historiens, tiennent à distance la mythification rétrospective de Pasteur et du geste vaccinal à laquelle on assiste en France. Ils savent qu'en réalité, la vaccination est une opération politique qui, je cite Anne-Marie Moulin, historienne de la vaccination en France, qui n'a rien d'anti-vax, point du tout, limite le contraire, qui, je la cite, la vaccination est une opération politique qui a enregistré des succès inégaux en fonction de chaque maladie et des revers, parfois sanglants. Vous voyez aussi
le livre de l'historien Jean-Baptiste Fressoz. La réalité, c'est que nous montrent les travaux historiques, c'est que la vaccination est une technique particulièrement difficile à maîtriser et que les effets indésirables sont consubstantiels à l'acte vaccinal. Et le premier de ces effets, qui a toujours été appelé échec vaccinal, consiste évidemment à inoculer le pathogène responsable de la maladie qu'on prétendait vouloir prévenir. C'est un grand classique. Voir par exemple les travaux de Jean-Noël Biraben sur les premières campagnes de vaccination en France contre la petite vérole, c'est ce qu'on appelait à l'époque la variole, au tournant du 18e et du 19e. Je voudrais ici rappeler aussi, citer, je le détaille dans l'article écrit, l'importance des travaux de Claudine Marenco, collègue sociologue, qui avait montré comment précisément la Troisième République a construit la vaccination comme une opération fondamentalement politique et totalement intégrée à son cœur idéologique. Il s'agit à l'époque, je cite Claudine Marenco, d'imposer aux populations rétives un modèle de civilisation. Et la vaccination est intégrée en fait à cette conception idéologique très forte du début de la Troisième République, au même titre que l'instruction publique laïque et obligatoire. C'est de cela dont il s'agit. On est donc dans une phase de politisation extrême en fait des vaccins qui sont redéfinis comme, je cite, un acte patriotique. Encore une fois, on est dans le contexte du républicanisme, du laïcisme de combat, tel qu'il s'impose au début de la Troisième République, Jules Ferry et compagnie. On voit ici donc comment cette politisation totale de la vaccination qui vient donc s'inscrire dans le cadre idéologique de la Troisième République, au même titre que l'école, et en tant que symbole de la science, avec un grand S, qui va bien sûr nous délivrer de toutes les croyances absurdes et surtout permettre de se débarrasser de la religion, ce qui est l'objectif fondamental. Enfin, elle est présentée, cette vaccination, comme un impératif de morale de solidarité. Donc, on voit que toutes les bases de l'idéologie pro-vaccinale qui existent au jour aujourd'hui et qui s'est réactivée pleinement pendant le Covid sont déjà posées, en été, et datent de cette époque-là, où on présente en effet la vaccination comme un impératif moral de solidarité. Ce n'est pas seulement pour soi, c'est pour les autres. Si vous ne faites pas pour vous, faites-le pour les autres, etc. Il s'agit précisément de tout cela. Le tout étant pris dans ce grand discours manichéen et scientiste, opposant d'un côté le progrès, la science, la civilisation, la République, le bien, et de l'autre l'obscurantisme, l'ignorance, la barbarie, le mal. Voilà. C'est cette structure manichéenne fondamentale qui est la signature de l'idéologie et qu'on a retrouvé pleinement, qu'on retrouve pleinement dans l'époque contemporaine. Pour le reste, évidemment, le contenu n'est jamais discuté. L'acte médical en lui-même est réduit à une simple piqûre et point d'autre. Bref, tout le reste est rendu invisible. Alors je conclus. Je suis arrivé au terme de mon exposé. Je conclus. Il est fondamental, il serait fondamental de comprendre que pro-vaxisme et anti-vaxisme sont deux configurations idéologiques qui se sont construites en miroir depuis le début, depuis le XVIIIe siècle. Dans la configuration pro-vaccinale, on dit le vaccin, vous l'avez vu tout au long de mon petit topo, c'est-à-dire qu'on écrit ça au singulier et avec une majuscule. C'est comme la science avec un S majuscule, le progrès avec un P majuscule. Donc, dans l'idéologie pro-vax, remettre en cause la balance bénéfice-risque d'un quelconque vaccin en soulignant les effets indésirables équivaut à trahir le principe même de la vaccination. Les effets indésirables sont un tabou dans une structure à caractère idéologique. Et symétriquement, dans la configuration idéologique anti-vax, eh bien, aucun vaccin ne peut jamais présenter le moindre intérêt. Nous avons là deux idéologies qui fonctionnent comme telles et en bloc et qui sont toutes les deux contraires à l'esprit scientifique. Un véritable scientifique ne saurait être ni pro-vax ni anti-vax parce qu'il regarde les choses au cas par cas de manière empirique. Il n'est pas dans l'idéologie. Or, la crise du Covid a en quelque sorte donné une nouvelle jeunesse, une deuxième jeunesse au vieux mythe scientiste, en fait, d'une humanité qui serait délivrée par la science, incarnation du progrès intellectuel et moral. Alors évidemment que nos connaissances, nos outils technologiques en médecine, etc., n'ont plus grand-chose à voir aujourd'hui avec ce qu'ils étaient au XIXe siècle, mais la structure idéologique, elle, est la même. Et surtout, ce qui est dramatique, elle a conservé son simplisme d'antan. Et pour plusieurs raisons, bien sûr, elle nourrit l'idéologie professionnelle du corps médical, elle donne du pouvoir à la médecine, un sentiment de pouvoir. Je vous renvoie
travail fondamental de grand historien de la médecine, Jacques Léonard, la médecine entre les savoirs et les pouvoirs. Mais ce qui fait son renouveau aujourd'hui, c'est qu'elle fait la fortune des industries pharmaceutiques et que par ailleurs, elle tient lieu de pensée médicale à un certain monsieur Bill Gates qui oriente les politiques sanitaires mises en place par l'OMS depuis plus de 15 ans, comme je l'ai montré dans un autre article paru cet été. Et comme les deux sont partenaires, la fondation Bill Gates, les industries pharmaceutiques, mais en fait, ils sont partenaires également aujourd'hui avec le politique, hein, les gouvernements, par le biais, donc les trois éléments sont réunis par le biais de ce qu'on appelle aujourd'hui les PPP, les partenariats publics-privés. Voilà comment, pour toutes ces raisons, on aboutit finalement au tabou, tel qu'il a été, par exemple, exprimé très sincèrement par la journaliste Christine Kelly dans une interview du 22 septembre 2024. À la question pouvez-vous aborder tous les sujets que vous voulez dans vos émissions de télévision? Elle répond, je cite, presque. Les vaccins, non. C'est un sujet délicat, particulièrement sensible. Je vous dis la vérité, ce sujet-là, il est très, très difficile de l'aborder. Voilà ce que dit Madame Kelly. De fait, un an plus tôt, le 3 octobre 2023, le ministre de la Santé de l'époque, M. Rousseau, déclarait sur France Inter, je cite, la vaccination, c'est la prévention et c'est le progrès tout de suite, le progrès, la civilisation, le machin en avant, hein, et qui est ajoutant à propos des vaccins anti-Covid ARN messager, je cite, on a un vaccin, toujours le singulier, et donc maintenant on a 3 ans de recul, dit-il, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire. Et donc il faut y aller. On sait qu'on n'a pas d'effet secondaire. Ça, la question a donc disparu, elle n'existe pas. Il s'agit fondamentalement d'un tabou et d'un déni de réalité qui, vous le voyez, articule un mensonge politique, une caution et un mensonge des experts scientifico-médicaux convoqués par ce politique, avec la complicité des médias. Merci de votre attention.